Bonjour et bienvenue dans votre cours de biologie cellulaire. Aujourd'hui, nous allons entamer le premier chapitre qui s'intitule Étude de la cellule. Ce chapitre s'articule sur 4 grands titres. Le premier titre est l'historique. Nous allons voir l'historique de la cellule afin de relier la découverte de la cellule aux avancées en biologie. Deuxièmement, nous allons voir la théorie cellulaire afin de définir ce que c'est qu'une cellule. En troisième lieu, nous allons voir les différents types cellulaires afin de différencier la cellule prokaryote, eucaryote, animale et végétale. Et en dernier, nous allons voir la classification des êtres vivants afin de comprendre la relation entre la biologie cellulaire et la classification des organismes vivants. L'histoire de la cellule illustre parfaitement comment la science avance par l'accumulation progressive de découvertes et de connaissances, transformant des observations initiales en une compréhension approfondie et complexe de la vie à son niveau le plus fondamental. La notion de la cellule comme unité fondamentale de la vie a évolué grâce aux découvertes successives de divers chercheurs. Ce moment clé marque le début de notre compréhension scientifique de la cellule. Les principales étapes de cette découverte seront résumées dans les sections suivantes. L'année 1595 a marqué l'invention du microscope par Jensen. En 1675, Robert Hooke a fait la première observation des cellules. Anthony von Leeuwenhoek, en 1674, a fait une observation des cellules sous un fort grossissement. En 1837, Theodor Schwann a fait une observation microscopique des cellules animales. Et en 1838, Matthias Schleiden a fait des observations microscopiques des cellules végétales. Passons maintenant à la notion de la théorie cellulaire. La théorie cellulaire est le fondement de la biologie cellulaire contemporaine. En déclarant que la cellule constitue l'élément essentiel de la vie, elle a bouleversé notre perception du monde vivant. Les Allemands Matthias Schleiden et Theodor Schwann, en 1838 et 39, suite à l'observation de multiples organismes animaux et végétaux, parviennent à la formulation de la théorie cellulaire à travers 2 principes. Le premier est que tous les organismes sont constitués d'une ou de plusieurs cellules. Le deuxième est que la cellule est l'unité structurale de la vie. C'est en 1855 que l'Allemand Rudolf Virchow a énoncé le troisième principe, qui est que les cellules ne peuvent provenir que de la division d'une cellule préexistante, omnicellula et cellula. Passons maintenant au type cellulaire. Nous pouvons classer les cellules en 2 grandes catégories, les prokaryotes et les eucaryotes. Pro qui veut dire primitif, karyon qui veut dire noyau, c'est-à-dire ce sont des cellules qui ne possèdent pas un véritable noyau. Les eucaryotes, E qui veut dire vrai et karyon qui veut dire un noyau, ça veut dire ce sont des cellules qui possèdent un véritable noyau. Voyons maintenant quelles sont les caractéristiques des cellules prokaryotes. Ces cellules ne possèdent pas un véritable noyau, c'est-à-dire que le matériel génétique n'est pas enfermé dans une enveloppe nucléaire. Ces cellules ne possèdent pas également des organites, à part des replis de la membrane plasmique appelés mésosomes. La division cellulaire chez les prokaryotes est principalement assurée par un processus appelé la fission binaire. Ces cellules correspondent généralement à des organismes unicellulaires, principalement les bactéries. Allant de l'extérieur vers l'intérieur, certains prokaryotes ont une capsule externe. C'est une couche supplémentaire de polysaccharides ou de protéines qui protège la cellule contre les conditions défavorables et aide à l'adhésion aux surfaces. Ensuite, nous retrouvons la paroi cellulaire. La plupart des cellules prokaryotes possèdent une paroi cellulaire rigide qui leur donne forme et protection. Ensuite vient la membrane plasmique. La cellule est entourée par une membrane plasmique semi-perméable qui contrôle le passage des substances entrantes et sortantes. À l'intérieur, nous retrouvons le cytoplasme, qui est une substance gélatineuse dans laquelle se retrouvent les ribosomes et les autres structures internes. À l'intérieur, nous retrouvons les ribosomes. Les cellules prokaryotes contiennent des ribosomes, mais ils sont de petite taille comparés à ceux des eucaryotes. Les ribosomes sont responsables de la synthèse des protéines. Et on retrouve le matériel génétique. Le matériel génétique se trouve sous forme d'une molécule d'ADN circulaire qui flotte librement dans le cytoplasme sans être entourée par une membrane. Il y a aussi des plasmides qui sont des fragments d'ADN circulaires supplémentaires. Certaines cellules prokaryotes possèdent des structures comme les flagelles ou les cils qui leur permettent de se déplacer dans leur environnement. Les pélis, ces structures ressemblent à des poils fins qui aident les cellules prokaryotes à adhérer à des surfaces ou d'autres cellules, facilitant la colonisation et les interactions. Passons maintenant à la description des cellules eucaryotes. Ces cellules se caractérisent par la présence d'un véritable noyau, c'est-à-dire qu'ils sont délimités par une enveloppe nucléaire contenant l'ADN qui organise le matériel génétique. À l'intérieur, nous retrouvons le cytoplasme, qui est constitué d'un hyaloplasme et d'un réseau de filaments et de tubules appelés cytosquelettes,
qui joue un rôle de soutien à la cellule. À l'intérieur du cytoplasme flottent des organites. Elles contiennent divers organites membraneux, tels que les mitochondries, le réticulum endoplasmique rugueux et lisse, l'appareil de Golgi, et dans les cellules végétales, on retrouve les chloroplastes. Pour ce qui est de la division cellulaire, les eucaryotes se divisent par mitose pour la croissance et la réparation, et par méiose pour la reproduction sexuelle. À l'intérieur des cellules eucaryotes, on peut distinguer deux autres types de cellules, la cellule animale et la cellule végétale. Ces deux types de cellules partagent des caractéristiques de base, comme un noyau délimité par une membrane et divers organites, mais leurs différences structurelles reflètent leur rôle fonctionnel. Le premier critère est la paroi cellulaire. La cellule végétale possède une paroi cellulaire rigide composée principalement de cellulose qui donne structure et soutien à la cellule. La cellule animale n'a pas de paroi cellulaire, mais seulement une membrane plasmique. Le deuxième critère est la forme structurale. La cellule végétale, souvent, a une forme régulière et angulaire en raison de la paroi cellulaire. La cellule animale, généralement, a de formes variées, arrondies, car elle n'a pas de paroi cellulaire rigide. Deuxième critère, ce sont les chloroplastes. La cellule végétale contient des chloroplastes. Ce sont des organismes responsables de la photosynthèse, permettant à la cellule de convertir la lumière solaire en énergie chimique. La cellule animale ne possède pas de chloroplastes et dépend des nutriments intégrés pour obtenir de l'énergie. Le troisième critère, ce sont les vacuoles. La cellule végétale dispose généralement d'une grande vacuole centrale qui stocke des nutriments, des déchets et maintient la pression de turgescence, contribuant à la rigidité de la cellule. La cellule animale contient de nombreuses petites vacuoles qui ont des fonctions variées comme le stockage et la gestion des déchets. Les plasmodesmes. La cellule végétale possède des plasmodesmes, des canaux qui relient les cellules adjacentes, permettant le passage direct de substances entre elles. La cellule animale n'a pas de plasmodesme. Les cellules animales sont connectées par des jonctions cellulaires telles que les desmosomes, les jonctions serrées et les jonctions gap. Pour l'organisation cellulaire, nous pouvons distinguer deux types. Nous avons les organismes unicellulaires et les organismes pluricellulaires. Les organismes unicellulaires se caractérisent par le fait qu'ils sont constitués d'une seule cellule. Ce sont des organismes qui sont souvent microscopiques et ils sont principalement représentés par les bactéries et par les protistes. Les organismes pluricellulaires sont constitués de plusieurs cellules. Lorsque les cellules se regroupent, elles forment des tissus, comme les tissus musculaires ou épithéliaux. Ces tissus se combinent ensuite pour créer des organes, tels que le cœur ou les feuilles des plantes, qui exécutent des fonctions complexes. Enfin, la coordination et l'interaction de ces organes permettent la formation d'un organisme complet, capable de réaliser des processus vitaux complexes comme la circulation, la digestion et la reproduction, comme les animaux, comme les plantes, comme les champignons et les humains. Passons maintenant à la dernière partie de ce cours, qui est la classification des êtres vivants. La biologie cellulaire fournit une base cruciale pour classer les êtres vivants, en étudiant les similitudes et les différences au niveau cellulaire et subcellulaire. La classification des êtres vivants repose sur leurs caractéristiques morphologiques, physiologiques, écologiques et moléculaires. Et de ce fait, nous pouvons distinguer les eucaryotes, les prokaryotes, qui sont les archées, et les bactéries. À l'intérieur des eucaryotes, nous pouvons distinguer trois grands granits, qui sont les plantes, les champignons et les animaux. La classification des êtres vivants, également appelée taxonomie, est organisée selon un système hiérarchique, qui regroupe les organismes en différents niveaux, basés sur leurs similitudes et leurs relations évolutives. Voici les niveaux de classification des êtres vivants, du plus général au plus spécifique. En premier lieu, nous trouvons le règne. Ensuite, nous avons l'embranchement. Par la suite, à l'intérieur de l'embranchement, nous retrouvons plusieurs classes. À l'intérieur des classes, on retrouve les ordres, ensuite la famille, les genres et le plus spécifique qui est l'espèce. En conclusion, dans ce chapitre, nous avons exploré comment cette théorie forme le fondement de la biologie moderne, en reconnaissant la cellule comme l'unité de base de la vie. Ce chapitre nous a permis également de plonger dans les particularités morphologiques et fonctionnelles des différentes cellules. Nous avons aussi constaté que la biologie cellulaire et la taxonomie sont des disciplines interconnectées qui enrichissent notre compréhension du monde vivant. Arrivé à la fin de cette présentation, je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur l'adresse email suivante. Et à la prochaine vidéo.